ensemble depuis presque 1 an. C'était en avril 2023 qu'on avait démarré le processus de l'habilitation de notre institution. Vous nous avez formés, vous nous avez accompagnés et avec la direction de la cellule interne d'assurance qualité de Dr Adam Ndiaye, que nous remercions, vous essayez de mettre USSEN sur le bon chemin pour que USSEN puisse vraiment disposer de son document de stratégie pour pouvoir mener à bien son devenir les 5 prochaines années. Donc vraiment, soyez-en remerciés. Nous remercions également le professeur Diegan Diouf, qui est le coordonnateur du projet PETAL, parce que M. Diop peut confirmer, à chaque rencontre avec le MESRI, j'écris haut et fort l'insuffisance du budget de USSEN. Il peut le confirmer. Et grâce au projet PETAL, qui est un projet de renforcement, le professeur Diegan a mis en avant vraiment le renforcement institutionnel. Et c'est le projet PETAL qui a appuyé la réalisation de cet atelier aujourd'hui. Prof, merci pour tout. Nous remercions également les directeurs du FR et tout le personnel de USSEN qui ne ménagent aucun effort et qui travaillent dans des conditions très difficiles et à chaque fois qui essayent d'avoir des résultats qui sont des résultats appréciables. Prof Silla a été à la réunion de l'ANACSIP sur l'efficience interne et externe des universités et à son retour, il m'a dit que malgré nos conditions difficiles, nous devons être fiers parce que nous faisons partie des bons élèves. Je le dis souvent et je le répète, en réalité, si on est en train de faire, et ça vraiment, je tiens à le témoigner, tout ce que nous sommes en train de le faire, on le fait parce que derrière, on a un appui. Parce que vous, en tant que responsable, la première responsable de l'institution, tout ce qu'on est en train de faire, vous mettez en avant donc l'intérêt de l'université, donc on ne peut que suivre. On sait comment vous vous déployez, quels sont les sacrifices que vous faites, donc on ne peut que appuyer cette initiative, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on avait dès le départ voulu donc, mettre dans le cadre du projet PA PETAL. Comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer les capacités institutionnelles et la qualité en fait partie. Donc c'est pour ça que vraiment on ne peut qu'appuyer et se féliciter. Et même au-delà de l'aspect qualité aussi, on le répète régulièrement, le projet PETAL aussi, c'est un projet de l'UCN. Et ça, je pense que je crois sincèrement que vous l'avez compris, de même que toute l'administration, parce qu'il y a beaucoup de facilitations, des choses qui pouvaient être un peu compliquées, mais vous nous aidez et avec l'administration aussi à trouver les mots. Donc c'est vraiment l'occasion de dire encore une fois merci à tout le monde et vous dire toute notre disponibilité, parce que le plan stratégique, c'est quelque chose de très important. Et le fait d'avoir aussi cette attitude inclusive pour que tout un chacun puisse l'approprier, ça vraiment c'est appréciable et nous ne pouvons que vous féliciter pour l'initiative. Un PSD, nous l'avons dit depuis la première rencontre que nous avons eue à Kaolack, je crois, c'est un peu la mise en route de la vision stratégique. C'est extrêmement important d'abord de partager la vision et de concrètement la mettre en route à travers un PSD. Vous avez dit quelque part dans votre documentation, littérature, je l'ai vu récemment, vous êtes une université au Sénégal, 4e génération, j'ai vu. C'est très intéressant quand j'ai vu ça, 4e génération. Première génération U4, deuxième, je crois que c'était l'UGB. Ensuite, il y a eu les autres universités qui sont nées en 2007, là, 2008. Et puis, voilà, c'est ça, l'écriture. Et maintenant, vous êtes là, à la 4e. Ça veut dire que vous avez la chance d'avoir aussi capitalisé toute l'expérience de processus de mise en place d'universités au Sénégal. C'est juste pour vous dire que vous avez parlé d'entrée de jeu de résilience. Je crois que c'est le mot-clé. C'est le mot-clé. L'autre mot-clé, peut-être, ce sera inclusivité. Nous y reviendrons tout à l'heure, dans le processus d'élaboration d'un PSD. Je crois que si chaque université racontait son histoire, encore si un chercheur un peu plus excentré nous faisait l'analyse, en tout cas l'étude de l'évolution de l'enseignement supérieur au Sénégal,
il se rendait compte qu'en dehors de l'UCAD, toutes les autres universités ont évolué dans une gestation relativement douloureuse. C'est de l'UGB qui ont peut-être eu la chance d'avoir réglé la question des infrastructures auxquelles vous êtes confrontés. Au départ, ont aussi une histoire très très dure de résilience avant d'être ce qu'elle est devenue aujourd'hui. L'UGB, la première pierre de l'UGB a été posée en 72. L'université n'a été ouverte qu'en 90. 72. Par le président, le professeur Senghor et le président Marianne Gouabi. Première pierre, vous imaginez. Mais c'était un projet, une vision très claire, le président Senghor, bâti sur 245 hectares. Bref, je ne reviens pas sur ça. Mais demandez aux gens de Sanar, ils vous diront que ce n'était pas facile. Donc, il y a une histoire de résilience. Avant que l'université ne prenne ses marques. Les autres universités, rapidement, elles sont nées, disons, par la volonté du président Wade, en 2007. 2007, c'est ça, février 2007, on nous a dit qu'il faut ouvrir les 3 universités en même temps. Ziguinchor, Thiès, qui n'avait pas de territoire, qui n'avait pas de... on se demandait où est l'université, où. À bien des égards, vous pouvez vous en inspirer un peu. Ziguinchor, qui est né dans une camisole alors qu'elle était université. Le projet initial était cure, on avait conçu des bâtiments, mais on a dit université. C'est cet art-là qui les poursuit jusqu'à maintenant. Bambey, c'est plus compliqué. J'ai eu l'occasion d'écrire sur ça, parce que lorsque mon frère Fadel Niang m'a demandé de faire un peu, dans un numéro de leur journal, là, l'historique un peu des cures aux ISEP, Bambey est un exemple de déviation institutionnelle. Ça, moi, je peux le dire parce que je suis assez excentré pour le dire. C'est-à-dire, un cure qui est devenu une université accidentellement, et avec laquelle il faut composer, et qui est là, et qui a encore les difficultés de ça, encore, de ces bâtiments, bref. Alors, vous, c'est extraordinaire. Vous êtes une université qui a la particularité de travailler sur la filière la plus stratégique de l'économie du Sénégal. La filière agricole. On est tout partout. Mais vous êtes aussi la première option d'université multisite. Multisite. Ça, c'est le choix. C'est ça la particularité. Votre ADN, c'est ça. Avec tout ce que ça comporte comme difficulté. Votre résilience, il faut aller la chercher là. Donc, très rapidement, je disais que c'est un plaisir pour nous de participer à un processus comme ça qui nous enrichit. Alors, la deuxième chose, c'est la nécessité d'avoir un processus inclusif. Un PSD, j'ai dit à Mamoudou, on peut s'enfermer quelque part et en une semaine, 2, vous donnez un document de PSD, venez en atelier de validation, vous le validez. Mais à ce moment-là, ce document-là, ce n'est pas votre document. Donc, l'université, dans ses composantes et dans sa diversité, doit être à la base de la production de ce document-là. Alors, nous, notre rôle, c'est d'accompagner ce processus, de l'encadrer, pour que les gens produisent eux-mêmes le document. À partir de ce moment, ce document-là, mais chacun d'entre vous est capable de le défendre, de l'expliquer et de le porter. C'est extrêmement ça. Et c'est en cela que, vraiment, nous vous remercions d'être tous là. J'ai vu le processus de préparation de l'atelier. Je pense que toutes les composantes de l'université, en tout cas, sont largement représentées dans le processus. Bon, nous vous remercions de nous avoir mis dans des conditions toujours extraordinaires, aussi bien à Kaolack que partout, et également avec une courtoisie et un égard que peut-être nous allons essayer davantage de mériter, au-delà de notre âge. Voilà. Parce que nos universités nous appartiennent et nous avons un défi de qualité et de compétitivité dans un monde marqué par l'économie de la connaissance, où celui qui ne travaille pas, celui qui est en rate, mais qui te trouve rapidement. Or, l'enjeu d'une université, c'est trop fort la décision de créer une université. C'est une mission de service public qu'on doit être capable d'exercer dans la durée. Les universités sont jeunes, même pas 10 ans. Ailleurs, vous verrez des universités de 300 ans, 400 ans. Donc, vous voyez. Mais
vous allez faire des raccourcis, naturellement, parce que vous allez faire des benchmarking, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et c'est en cela qu'on se réjouit de l'existence de l'ANAQ-Sup. L'UCN ne trouve pas les mots pour remercier vraiment ses consultants. Ces consultants, depuis la formation, c'était au mois d'avril 2023 jusqu'à maintenant, sont toujours avec nous pour nous accompagner dans la réalisation de cette vision stratégique de UCN. Et avec la mondialisation et la globalisation, c'est devenu un élément incontournable de toute université qui veut se placer dans le ranking mondial. Et même au-delà de la vision stratégique, maintenant on demande aux universités même d'avoir une vision prospective sur 30 ans, sur 50 ans. Quelle est la vision des 50 prochaines années? Donc ce sera l'étape. Quand on aura fini notre plan stratégique, il faut qu'on réfléchisse du devenir de UCN, le demi-siècle qui va venir. Peut-être nous, on ne sera pas là, la plupart d'entre nous, mais c'est une réflexion que nous devons mener. Et je crois que là, on est sur la bonne voie. Et M. Fall, je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre argumentaire, parce qu'on a changé d'approche à UCN, parce que quand je suis arrivée, on a trouvé un draft de plan stratégique. Mais un draft de plan stratégique qui avait été élaboré par un groupe d'experts qui sont venus peut-être poser des questions à certains d'entre certains membres du personnel et ont fait quelques évaluations, ont élaboré un plan stratégique, mais qui n'a jamais été validé et mis en œuvre. On s'est dit, nous, on change d'approche, que tout le monde participe et que tout le monde s'approprie le plan stratégique et se voit lui-même dans ce plan. Sur ces mots donc, nous allons cheminer sur la lecture des TDR, à commencer d'abord par l'intitulé, comme vous l'avez vu, hein, il s'agit donc d'un atelier diagnostic. L'objectif de cet atelier est avant tout de produire un draft de l'analyse diagnostique institutionnelle au double plan, historique et prospective. Cet objectif général est décliné en objectifs spécifiques. Il s'agit d'abord de partager le canevas de rédaction du plan stratégique que nous avons déjà imprimé, que nous allons mettre à votre disposition, de renseigner les différentes parties du canevas. À ce niveau, je pense que le facilitateur, M. Guéfal, va revenir dessus, bien sûr avec M. Diop, pour expliquer davantage. Ensuite, nous procéderons au diagnostic stratégique, c'est-à-dire l'analyse SWOT et PESTEL. Là également, nous avons une grille qui va être mise à disposition. Nous allons aussi identifier les défis et les enjeux. Et enfin, faire la synthèse pour produire un draft de l'analyse diagnostique. Et pour cela, donc, nous nous attendons à ce que le canevas de rédaction du plan stratégique de l'UCN soit partagé, mais aussi que les différentes parties du canevas soient renseignées, que le diagnostic stratégique soit réalisé avec la grille SWOT et l'autre grille PESTEL, que les défis et enjeux soient clairement identifiés, et enfin que le draft 0 soit produit. Donc, pour entrer dans l'exercice d'aujourd'hui, comme l'a rappelé Dr Ndiaye dans sa présentation tout à l'heure, il s'agit pour nous de finaliser toute la partie qui touche au diagnostic. Énormément d'exercices ont été faits, des ateliers à Kaolack, à Saly, etc. Donc nous avons beaucoup d'intrants, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup collecté. Maintenant, c'est tout cela qu'il nous faut mettre dans le... Il nous faut passer à la phase il faut drafter, commencer à habiller ce canevas-là. Et comme l'a rappelé M. Fall, le canevas qui est présenté, que vous avez aussi sous les yeux, il est le fruit du travail qu'on a fait à Kaolack il y a 15 jours, il y a 20 jours. Alors donc aujourd'hui, nous allons essayer de renseigner 3 parties. Pour cette journée-là, aujourd'hui, nous travaillerons principalement sur les aspects de présentation de l'université du Sine Saloum. Un groupe va plancher sur ça. Quand nous disons présentation, il y a, le premier point, c'est le cadre juridique.
rappeler un peu le cadre juridique. Le deuxième point, c'est le cadre organisationnel, c'est l'organisation et le fonctionnement. Donc tout ce qui touche à l'organigramme. Encore une fois, il ne s'agit pas de se projeter. Il s'agit de dire ce qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment l'état d'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, comment nous avons fonctionné, comment nous nous sommes organisés. C'est vraiment ça. Ce n'est pas encore la projection. Nous parlons également du cadre institutionnel et du cadre organisationnel et fonctionnel. Ça, c'est le groupe 1 qui va travailler dessus. Je pense qu'il y a déjà des drafts, il y a déjà des productions. Et dans ce groupe, au niveau de la présentation, vous pouvez également embrayer un peu sur, en introduction ou quelque chose comme ça, sur l'historique, sur la présentation géographique, sur tous ces éléments-là. Hein. Et comme ça, on va habiller en même temps. Alors, le deuxième point porte sur l'analyse historique, qui porte un peu donc sur le cœur du métier. Et ça, c'est le groupe 2 qui va travailler dessus. C'est tout ce qui touche au programme de formation et d'accompagnement. C'est-à-dire que jusque-là, quelle est l'offre de formation qui a été produite et qui a été mise en œuvre? Qui a été produite, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de maquettes, etc. Ce qui est produit, donc ce qu'on a envisagé d'offrir au public, et qu'est-ce qu'on a offert au public. Donc ça, on va le décrire ici. Quel est également le modèle pédagogique? C'est-à-dire comment nous nous sommes organisés pédagogiquement. Au plan administratif, ici, c'est des UFR, c'est des départements, comment ça fonctionne? Comment le produit qui entre, l'étudiant ou le demandeur de formation qui arrive, comment nous on le reçoit, comment on lui délivre le savoir et comment finalement il sort avec un diplôme ou un certificat. Quel est le circuit de production? Donc de transformation du produit depuis son entrée jusqu'à sa sortie, on doit le décrire ici. Sur quelle base nous l'avons fait? Quels sont les référentiels? Les référentiels de formation, etc. Donc ce groupe-là va un peu nous faire le résumé, sortir un peu tout ça, tous ces éléments que vous avez eu à collecter toutes ces dernières années. Mais également, revenir, et ça, M. Fall en a parlé tout à l'heure, ce groupe va également nous parler un peu du positionnement de l'offre de formation. Je crois qu'il y a eu des données qui ont été collectées. On est déclaré université agricole. Quelle est notre position dans l'offre de formation en agriculture au Sénégal et peut-être un peu dans la sous-région? En tout cas, au Sénégal, quel est le positionnement de notre offre de formation? C'est peut-être l'offre de formation la plus jeune, peut-être pas la plus jeune. D'autres disaient qu'on fait des offres de formation. Mais à côté d'autres écoles qui ont peut-être 40 ans, 50 ans, en mode offre de formation d'agriculture, quel est le positionnement, hein? Et on doit le dire de façon objective, hein, avec des données, avec des... Alors, le groupe 3 nous va travailler sur la recherche, le partenariat et le rayonnement universitaire. Hein. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits antérieurement, beaucoup d'informations ont été collectées. Donc, vous parlez du partenariat, du rayonnement universitaire, mais également de la recherche et de l'innovation. C'est une université jeune, certes, mais il y a déjà des structures de recherche qui sont mises en place. C'est peut-être des écoles doctorales, c'est peut-être des laboratoires, c'est peut-être... quand je parle également, je mettez ici tout ce qui est lié à la documentation. Parce que c'est des trucs de recherche. Hein. Tout ce qui est lié au BU, il y en a en tout cas des structures de documentation, comment c'est organisé, etc. On le décrit ici. Donc ça, c'est le groupe 3. Il parlera également de la coopération et du service à la communauté. Il me semble qu'au niveau de la coopération, voilà, il y a beaucoup de conventions de coopération qui sont signées. C'est le moment de traiter tout ça et de dire voilà ce que nous avons fait en matière de coopération. En termes de voilà qui sont nos partenaires, voilà ce que la coopération a donné jusque-là. Et puis essayer de voir aussi les points faibles de cette coopération. Vous parlerez également du service à la communauté. C'est un grand problème pour les universités, c'est une mission. Mais du fait que le cadre n'est pas encore très clair, chacun il fait selon son entendement. Chaque université fait du service à la coopération, mais selon son entendement. Il n'y a pas encore quelque chose de standardisé, etc. Enfin, le groupe 4, lui, il va nous parler de l'infrastructure physique, donc des capacités d'accueil et des effectifs. Donc, il nous parlera de l'infrastructure physique. Comment ICN a fonctionné jusque-là en termes d'infrastructure? Infrastructure pour l'administration, mais aussi et surtout infrastructure pour le volet pédagogique, en termes de salles de classe, en termes d'amphi. Je sais que vous avez beaucoup de locations, vous avez aussi beaucoup... Donc, c'est vraiment le moment de décrire tout ça. Les équipements, le patrimoine aussi foncier, on en a longuement parlé lors de notre dernière réunion. Profitez-en pour régler votre situation foncière. Parfois, les universités se contentent d'occuper ce qu'on leur donne, mais elles n'en deviennent jamais le propriétaire, même si la loi leur permet. Vous voyez ce qui s'est passé à Thiès, par exemple. C'est un exemple parlant. Nous, dès qu'on occupe, on est confortable. Non, vous êtes une institution.
Et une institution a un patrimoine. Quand la loi vous dit que prenez ça, mais prenez-le. Et la loi, c'est l'écrit, c'est suivez toute la procédure. Je donnais l'exemple l'autre jour de l'université de l'EPT, qui avait 400 hectares depuis 1972, mais qui ne l'a... Alors, finalement, chacun vient, grignote. Même l'université de Thiès a grignoté 150 hectares dessus. Parfois, il n'y a même pas de clôture. On ne sait même pas c'est où. Parfois, c'est des villages qui viennent s'installer sur vos terres. Surtout vous, vous êtes une université agricole, vous avez certainement des hectares pour... Mais si vous ne faites rien, c'est des... Isra a vécu cet exemple. Il y a des terres de l'Isra aujourd'hui, il y a des mosquées qui sont installées, des daras, des villages. Du point de vue fonctionnel, c'est perdu. Même si ça leur reviendra. Parce qu'ils n'ont pas eu ce truc prospectif de garder et de valoriser. Donc ici également, donc dans ce groupe-là, essayons de faire le point sur ça et nous développerons une stratégie politique. Concernant le cadre juridique, au plan du juridique, l'USN est régi par la loi 2015-26 du 28 décembre 2015 relative aux universités publiques. Elle s'inscrit également dans le cadre juridique constitué par les textes législatifs et réglementaires suivants, à savoir la loi 81-59 portant statut du personnel enseignement et de recherche des universités publiques, la loi 2022-08 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiaires du concours financier de la puissance publique, le décret numéro 2020-2319 portant création d'unités de formation et de recherche à l'USN, le décret 2021-1005 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'USN, le décret 2023-1694 fixant les régimes spéciaux applicables aux PATS, l'arrêté 1133 portant création des départements à l'USN. Concernant le cadre, l'organisation et fonctionnement de l'USN, d'abord, le cadre institutionnel. Et l'USN est un établissement public d'enseignement supérieur de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle technique du ministre en charge de l'enseignement supérieur et sous la tutelle financière du ministre en charge des Finances. Au plan organique, l'USN comprend un conseil d'administration, qui est le conseil délibérant de l'université. Il veille au respect des missions de l'université. Il est également l'instance de validation des orientations stratégiques. Le conseil d'administration est aussi chargé de l'évaluation et du contrôle de la gestion administrative et financière de l'université. Le second organe, c'est le conseil académique, qui est l'organe de délibération de toutes les questions relatives à la pédagogie. À ce titre, il a pour mission de délibérer sur les aspects scientifiques, académiques, pédagogiques, disciplinaires et de recherche. Le dernier organe, c'est le recteur, qui est l'ordonnateur principal du budget de l'université. Il met en place un système de management de la qualité et est chargé d'appliquer les décisions de l'ANAQ-Sup. Il est également responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'université, conformément à la loi relative aux franchises universitaires, aux franchises et libertés universitaires. Et l'USN a notamment pour mission de former des cadres du Sénégal et des autres pays. Par rapport au volet modèle pédagogique, donc on a essayé quand même de les résumer. Hein.
donc, sur l'ensemble des études qui ont été réalisées, donc, depuis la création en fait, de l'université, donc, et qui passe à plusieurs étapes. Hein. Donc, la première étude donc, portait essentiellement donc, sur l'étude sur le marché de l'emploi, donc, en collaboration avec pas mal de partenaires hein, donc, qui avaient étudié vraiment et partagé les résultats sur tout ce qui est offre de formation. Donc, c'était l'UCN avec les partenaires comme CREAS et IPAR. Maintenant, il y a également d'autres études portées sur l'élaboration des référentiels de formation, donc notamment sur les métiers et les compétences. Et puis ça, c'était en collaboration avec un partenaire très stratégique, donc Agrignum, donc où en fait l'étude a porté depuis les enquêtes jusqu'à la mise en place des fiches de compétences, mais également des profils de métiers. Donc ces deux études, donc il y avait un travail de compilation, donc pour renforcer un peu les offres de formation donc, que l'UCN pouvait proposer. Donc partant de là également, donc, on avait mis en place l'architecture de toujours avec le partenaire Agrignum. Et dans tout ça, donc ça a nécessité également l'intervention également de d'autres partenaires stratégiques, mais également le renforcement de capacité donc, du personnel qui était là. Donc sur tout ce qui est innovation pédagogique. Et je pense que ce renforcement de capacité donc, continue donc, avec les projets comme PA Pétal, mais également avec l'appui d'autres structures comme UVS, mais également l'AUF et Agrignum. Et l'aboutissement, c'était la mise en place en fait, de tout ce qui est curricula de formation, donc avec 35 filières de formation avec des spécialités qui tournaient autour de 60 spécialités. Et dans ce travail, donc, il y avait une phase également de validation donc, de tout ça qui a été partagé par tous les partenaires, aussi bien national qu'international, pour apporter leur input donc, sur les besoins en termes de formation. Voilà. Et puis, il y a aussi sur le plan pédagogique cette continuité entre la formation et la recherche. Donc, je pense qu'actuellement, au niveau de toutes les UFR, hein, au niveau des départements, donc pour assurer cette continuité, donc des choix de filières ont été choisis donc pour définir un peu la politique de recherche avec cette continuité formation et puis un volet assez fort en termes de renforcement de capacité, aussi bien pour le personnel enseignant, mais également pour le personnel d'appui technique. Dans ça aussi, des dispositifs d'accompagnement aussi ont été mis en place, pédagogie, mais également en lien avec la formation. Le tableau nous donne les 7 thématiques sur lesquelles, en tout cas, les équipes de recherche de UCN vont se pencher pour pouvoir mener les activités de recherche. Et dans ce tableau, vous avez sur la deuxième colonne les axes et sur la dernière colonne les départements qui sont impliqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la recherche pluridisciplinaire où on aura, au niveau de chaque thématique, au niveau de chaque axe, plusieurs enseignants-chercheurs qui vont se faire des équipes et des groupes pour pouvoir travailler sur les thématiques. Donc, je vais lire, je ne vais pas tout lire, hein, je lis les thématiques. 1. Sciences de l'environnement, biodiversité, gestion des ressources naturelles. Deuxième thématique, sciences des aliments. Troisième thématique, agroécologie et système alimentaire durable. Quatrième thématique, sciences des données et agriculture de précision. Cinquième thématique, exploitation et gestion, gestion et santé des écosystèmes. Sixième thématique, agrotourisme, écotourisme. Et dernière thématique, sciences de l'administration, sciences politiques et économiques. Voilà. Donc, comme rappel. Maintenant, à la suite de cela, nous avons présenté la vision générale sur la politique recherche au niveau de UCN, avec les objectifs qui sont derrière, renforcer l'excellence de la recherche, l'attractivité, le rayonnement de l'UCN,
au plan national et international, mettre en œuvre une recherche structurée, promouvoir la formation à la recherche et par la recherche, mobiliser des ressources financières nationales et internationales, stimuler la valorisation des résultats de recherche, amplifier l'insertion de la communauté universitaire dans son environnement économique, social et territorial. Et pour cela, il nous faut mettre en place la direction de la recherche et de l'innovation au niveau ancrage, on peut dire, pas ancrage, mais au niveau pilotage institutionnel pour la recherche. Et on a essayé de décliner les points forts de la recherche à l'USSEN. D'abord, c'est la mise en place d'un fonds qui est appelé FAIRE-USSEN, qui quand même permet à certains enseignants-chercheurs de pouvoir faire les voyages d'études, la disponibilité des grants au niveau de CA agressante, de Nestlé, projet Nestlé, PA Pétal, existence d'un document de politique de recherche et disponibilité d'une bibliothèque numérique. Les difficultés qu'on avait listées hier, c'est absence de laboratoire de recherche, absence d'équipe de recherche formalisée, absence d'organes de gouvernance de la recherche, absence d'école doctorale, liste des axes prioritaires de recherche pour l'USSEN, absence de bibliothèque physique et la bande passante faible pour l'accès à la bibliothèque numérique. Donc nous, on devrait travailler sur 2 points. Sur le point, la capacité d'accueil et les effectifs. Donc ce point est divisé en 2 sous-points, à savoir d'abord l'infrastructure, équipement et patrimoine foncier, et aussi l'effectif, le nombre d'effectifs, le personnel et tout. Donc pour la capacité d'accueil et les effectifs, cette partie décrit la capacité d'accueil de l'USSEN en termes d'infrastructure et l'évolution des effectifs. Concernant les infrastructures, équipements et patrimoine foncier, nous allons d'abord, en premier point, parler des infrastructures. On note 2 types d'infrastructures, les locaux provisoires et les locaux en construction. Donc le premier tableau nous renseigne sur la situation des locaux occupés présentement. Donc sur ce tableau, nous avons des colonnes sites là, parce que on va tenir compte du caractère multisite. Donc il y a 3 sites, le site de Kaolack, le site de Kaffrine et le site de Fatick. Donc sur l'autre colonne, on aura structure ou entité, c'est-à-dire que les structures qui nous ont hébergés dans les différentes régions. Il y a aussi dans l'autre colonne la base juridique, c'est-à-dire que sur quel terme on est en contact avec ces structures. Il y a aussi la durée du contrat ou bien de convention entre les 2 entités. Il y a aussi une colonne qui parle de la capacité d'accueil, c'est-à-dire que sur chaque site, qu'est-ce qu'on a sous forme de capacité d'accueil. Donc si on prend l'exemple, le premier site, c'est le site de Kaolack. Au niveau du site de Kaolack, on est hébergé par le lycée franco-arabe. Donc la base juridique entre les 2 structures, c'est une subvention. La durée de la subvention était 2 ans renouvelable. Donc en termes de capacité, ici on a un amphithéâtre, on a aussi des salles de TP, des salles de TD. Aussi on a des villas qu'on a utilisées pour loger les vacataires et aussi pour faire des bureaux pour le personnel administratif. Donc voici en résumé le contenu des infrastructures qu'on nous a octroyées au niveau de ce site. Les problèmes rencontrés concernant ces infrastructures, c'est le nombre de salles pouvant contenir des effectifs de plus de 100 étudiants sont insuffisants par rapport aux effectifs actuels. La configuration des locaux actuels ne répond pas aux besoins de l'université. Le nombre de bureaux de pairs et de parts est insuffisant par rapport aux effectifs actuels. La situation des chantiers est décrite. Donc là, c'est les locaux provisoires. Donc on va présenter aussi les locaux en construction, c'est-à-dire que les chantiers en construction. On a d'abord le personnel d'enseignement et de recherche.
dans lequel on trouve des enseignants permanents comme des enseignants contractuels et des vacataires. Concernant les enseignants permanents, notre année de référence, c'est l'année où USN a recueilli ses premiers étudiants. C'était en 2019. Donc, en 2019, USN comptait 28 enseignants permanents, dont 6 femmes. Cet effectif a légèrement progressé durant les années suivantes pour atteindre 45 enseignants permanents en 2021. Par contre, de 2021 à 2023, l'effectif du personnel enseignant de recherche permanent n'a pas évolué. D'ailleurs, l'effectif a même diminué pour atteindre 42 enseignants-chercheurs en octobre 2023. Alors que, pour la même période, le nombre d'étudiants orientés à USN a sensiblement augmenté. Donc, présentement, l'effectif des enseignants créés en mai est de 33 hommes et 9 femmes. Si on y ajoute le recteur, ça fera 43. Voilà. Et le tableau là montre juste une petite évolution entre 2021 et 2023. Parmi donc tout le personnel enseignant permanent comme contractuel et vacataire, et par UFR. Bon, mais si on regarde au total, en 2021 et 2022, on était à 43 pairs, 10 contractuels et 558 vacataires pour 3495 étudiants. Durant l'année académique 2022-2023, les étudiants ont augmenté jusqu'à 4617, alors que l'effectif du personnel permanent a diminué pour atteindre 42. Les autres contractuels et vacataires, les vacataires ont augmenté, par contre les contractuels ont stagné. On note ainsi donc un déficit d'enseignants permanents, une stagnation des pairs contractuels, mais qui est compensée quand même par l'augmentation du nombre de vacataires. Donc pour la période considérée, le nombre d'étudiants a sensiblement augmenté, allant donc de 3495 à 4617. En plus donc des enseignants permanents, USN emploie des enseignants contractuels à temps plein pour combler légèrement le déficit d'enseignants permanents dans les départements. Cependant, cet effectif n'a pratiquement pas évolué. Il est en moyenne de 10 par année. Par contre, le déficit d'enseignants permanents oblige l'USN à recourir à des enseignants vacataires qui interviennent à la fois dans la formation et l'encadrement des étudiants. C'est cet effectif des enseignants vacataires qui a pratiquement explosé pour allant de 92 en 2019, c'est 2019, hein, 92 vacataires en 2019 à 558 en 2022. Au nom de Babacar Kay Fall, qui n'a pas pu terminer cet atelier avec nous, un peu souffrant, je voudrais exprimer toute la satisfaction que nous avons eue à travailler avec cette dynamique équipe de USN dans le cadre de cet exaltant exercice qui est le plan stratégique. Les objectifs déclinés, les résultats attendus déclinés au départ dans les TDR ont tous été atteints. Donc pour nous, c'est voilà, ce pourquoi on était là, c'est vraiment largement atteint. Et c'est grâce à vous, à votre engagement et à votre dynamisme. Grand merci et nous réitérons notre engagement à continuer ce travail-là avec vous jusqu'à terme et féliciter de nous vraiment l'équipe de USN avec Madame le recteur à la tête de cette généreuse équipe. Voilà, merci beaucoup et bon retour à tous. Tout le monde a donné le maximum de lui-même. En tout cas, merci à tous. Et comme a dit Prof Diegan, ce genre de rencontre renforce les liens. Donc c'est vraiment, on a allié deux choses. On a allié le travail pour le plan stratégique, mais on a également fait un team building. On peut dire que nous voyons maintenant une lueur. On sort du tunnel parce que nous avons notre draft 0. On va continuer dans cette même dynamique et Inch'Allah, avec le comité restreint, les volontaires désignés en place, dont la liste est avec Adama. Cette liste, ce comité vraiment, à la date du 10, nous donnerons un produit qui pourra nous permettre vraiment d'aller de l'avant et peut-être même d'accélérer par rapport à la feuille de route qui a été proposée par les facilitateurs. Et c'est l'occasion également de remercier avec un grand R les facilitateurs. De façon bénévole, de façon désintéressée, ils nous accompagnent tous les jours. Et Adama les appelle à tout moment. Et par exemple, cet atelier, c'est
un atelier qu'on a commencé avec des prières et qu'on va terminer avec des prières parce que c'est un atelier qui a été replanifié, je ne sais pas, X fois. Mais peut-être c'était le bon moment pour qu'on puisse avoir ce livrable-là. Et nous sommes tous satisfaits de ce livrable. Donc sur ce, je déclare vraiment clos cet atelier